Je vais lire un paragraphe de vos conclusions, M. Toussaint. Quand vous dites questionner l'euro, pour finir, hein, parce que apparemment c'est un problème dont l'envergure idéologique dépasse largement la Belgique, selon vous, quand vous dites le débat sur la sortie de l'euro pour une série de pays comme la Grèce est tout à fait nécessaire. Le débat sur la sortie de l'euro est tout à fait nécessaire. Il est clair, parce que la lumière apparaît, que l'euro est une camisole de force pour la Grèce, le Portugal ou encore l'Espagne. Donc, selon M. Toussaint, ce qu'on devrait faire, c'est sortir la Grèce de l'euro. En tout cas, c'est ce que vous écrivez ici. Eh bien, je vais vous dire ce qui va se passer. Si des pays sortent de la zone euro maintenant, sans aide de la Banque Centrale Européenne, leur devise va immédiatement se déprécier dans des proportions eschatologiques. On va tomber à des taux de dépréciation pour la Grèce qui seraient de l'envergure d'à peu près 95%. Ça va créer un phénomène d'hyperinflation et vous aurez des troubles sociaux. Et pour moi, la réalité du thème est responsable de la réalité, je l'ai dit au début de mon exposé, parce qu'on peut penser comme un économiste libéral, mais essayer d'avoir l'esprit ouvert. Je crois que le véritable danger de ces crises maintenant n'est pas du tout la crise souveraine ou la crise bancaire, c'est la crise sociale qu'on voit devant nous. C'est ça la réalité. Et je crois que la seule façon, je le répète, d'en sortir n'est pas par des camisoles de force ou par des méthodes coercitives, ce sera par un phénomène d'inflation, ce sera par un phénomène de création monétaire, parce que de toute façon, on sait bien en économie, en sociologie ou en anthropologie, qu'entre l'ordre social et l'ordre monétaire, c'est toujours nolens volens, l'ordre social qui prévaut. Merci, M. Clément. Alors, voici comment nous allons procéder. Il y a 2 micro-baladeurs qui vont circuler dans la salle. Je vais effectivement attribuer la parole ici devant. Je voudrais d'abord faire une remarque. Je crois qu'on aurait eu beaucoup moins de politique si le titre de la conférence avait été « Fallait-il sauver les banquiers ?» Parce qu'en fait, je crois que ce qui excite beaucoup de gens, et qui donne de l'émotion, et M. Toussaint l'a cité, c'est la question de la responsabilité des agents qui ont créé cette situation, que ce soit d'ailleurs depuis 1970 ou plus récemment, la période plus récente. Et il est évident que le fait qu'il n'y a pas eu de poursuite, je dirais, contre ceux qui ont fait des fautes graves est quelque chose qui est difficilement acceptable par le public en général, et ça couvre tout autant les régulateurs que les responsables politiques. Mais certainement au premier chef, les banquiers. Alors, je crois que quand on a écouté les arguments, en écoutant les deux orateurs, évidemment, ils répondaient à la question « fallait-il sauver les banques ?», ils transféraient sur des problèmes économiques, en fait, ce qui est un problème largement éthique et moral, même si cela a des conséquences importantes sur le plan sonnant et trébuchant pour le contribuable. Une deuxième remarque tout à fait différente concernant ce que M. Toussaint a dit sur pourquoi est-ce que la BCE ne prête pas aux États. Je lui ferai remarquer qu'aux États-Unis, la Banque fédérale ne prête pas à la Californie, à l'État de New York, au Texas, et que la Banque d'Angleterre ne prête pas au Pays de Galles, à l'Écosse, et on voudrait qu'en Europe, on prête aux 17 pays de la zone euro. Si vous n'avez pas une Europe fédérale, c'est-à-dire que si on avait une Europe fédérale, la Banque centrale pourrait prêter à l'État fédéral et c'est lui qui redistribuerait, comme ça se fait aux États-Unis, aux différents États avec des problèmes, politiques de transfert. Mais il est tout à fait aberrant de croire que la Banque centrale européenne pourrait prêter à des États souverains, parce que sinon, effectivement, il ne faut pas oublier que les actionnaires de la BCE sont les 17 pays solidairement responsables, et donc si, mettons, la Finlande ne rembourse pas, c'est tous les autres pays qui en pâtissent. Et donc ça n'est pas du tout la même chose que de prêter par la Banque d'Angleterre au gouvernement anglais ou la Federal Reserve au gouvernement américain.
Merci, monsieur. Eric? Oui, c'est pour monsieur Coleman, pardon. Vous parlez toujours d'un pays qui est un des derniers pays qui a un welfare state, la Belgique, donc, un welfare state qui est devenu résiduel un peu partout en Europe. Mais il y a d'autres pays qui ont très peu connu, notamment l'Espagne. L'Espagne qui a un taux de dépenses publiques et de dépenses sociales ridicule par rapport au reste de l'Europe. L'Espagne qui avait un niveau d'endettement de 65% du PIB et qui se retrouve, curieusement, dans la même situation. Quand la cause que vous invoquez n'existe pas, le même phénomène se produit pourtant. Donc il faut chercher une autre cause qui ne soit pas l'endettement. L'hypothèse ne tient pas. L'endettement public n'est pas la cause, mais la brusque augmentation, vous voyez les graphes, que Paul Krugman montre toujours, non? À partir de 2008, une brusque augmentation partout en Europe de la dette publique. Elle s'emballe parce qu'on a sauvé les banques. Parce qu'on a sauvé les banques. Et parce qu'on a sauvé les banques, et justement, ces mêmes banques et ce même secteur financier sont en train de liquider, justement comme dans la fable de la grenouille et du scorpion, non, de liquider ceux qui les ont sauvés. Ce qui est terrible, d'ailleurs, comme perspective. On voit la bêtise du système dans son ensemble. Bien. Bon. Alors, comment expliquez-vous ces courbes ascendantes? Comment expliquez-vous cette montée du spread absolument spéculative, cette spirale où est tombée la Grèce et où se trouvent des pays qui étaient financièrement assez sains comme l'Espagne? Donc, voilà. Merci, monsieur. Comme je vois qu'il y a donc une forte demande dans la salle, on va prendre en fait des lots de 5 questions. Simplement, vous avez dit hier dans la presse que, par rapport aux banques publiques, je crois qu'idéalement, une banque ne doit pas être publique, car celle-ci subit des pertes lorsque les crédits ne sont pas remboursés, et il est malsain que ce soit l'État, et donc le contribuable, qui endosse cette prise de risque. Vous l'avez dit, hein. Je voulais savoir, mais vous habitez dans quel pays? Parce que, quelque part, ici en Belgique, on a quand même le cas de 2 banques privées qui ont fait des faillites, ou qui sont démantèlements, c'est Fortis, et tant qu'elles étaient publiques, c'est-à-dire du temps qu'on a connu la CGR et le Crédit Communal, elles se portaient très bien. Donc, quelque part, la banque publique, elle peut très bien gérer également l'argent du contribuable ou l'argent qui est passé en banque. Donc, je voudrais avoir votre avis par rapport à ça. Et j'ai une deuxième question, si je peux me permettre, là c'est plus technique, c'est comment finalement une banque tombe en faillite. On parle beaucoup de problèmes de liquidité, des problèmes de liquidité à court terme. J'aimerais bien avoir des informations par rapport à ça, par rapport à ce marché où elle doit justement se financer. Et lorsque les autres banques ne font plus confiance en une banque, à ce moment-là, la banque tombe. Donc même si la banque est rentable, même si la banque est solvable, c'est simplement pour des raisons de liquidité qu'une banque tombe en faillite. Ça, j'aimerais bien qu'on en parle. Merci. D'accord. 2 autres questions plutôt vers l'eau, on redescendra par la suite. Mais pour... La première chose, c'est, vous avez demandé pourquoi l'État s'en faisait-il. Oui, la crise bancaire, le sauvetage des banques, mais vous dites 5% de sauvetage des banques, mais il y a toutes les conséquences sur le côté. C'est un véritable séisme au niveau industriel et au niveau du commerce. Donc on peut facilement tripler le pourcentage, en tout cas au niveau du PIB, du conséquence de la faillite bancaire. Vous dites que les banques privées font tampon pour éviter que les contribuables ne paient les mauvais investissements, mais qui a payé les faillites? Est-ce que ce n'est pas précisément les contribuables? Vous dites que donc les banques privées en fait permettent d'utiliser l'épargne des citoyens pour financer les États. Donc, comme c'est la banque centrale qui finance les banques privées et qui se prennent 2 ou 3% en chemin, on ferait peut-être mieux de prendre directement auprès de la banque centrale, ça nous ferait 3% d'économie. Vous nous dites que c'est plus possible de vivre dans l'état-providence dans lequel on a vécu pendant de bonnes années. Si, nous aussi, on pourrait en profiter. Il suffirait qu'on taxe les entreprises et qu'on taxe les riches. En fait, c'est ce qu'on a fait pendant les 30 ans qui ont précédé. Puis comme maintenant, on leur a fait un cadeau de 30% à peu près sur leurs impôts, évidemment, on a moins de pognon pour nous financer nos États. Mais bon, voilà, c'est juste l'argent, il est là, il faut juste savoir le prendre. Et puis, vous nous proposez une solution absolument formidable pour alléger le poids de la dette sur notre génération. Faisons tourner la planche à billets, un petit peu d'inflation, ça va
Ça va nous alléger le poids annuel des remboursements, mais ça allégera pas le seul. Le problème, c'est que repousser la machine, on ne serait pas là, mais nous, on sera toujours là pour payer les pots cassés. Ils le mettent en poche et ils ne donnent rien aux États, puisqu'ils ne payent pas d'impôts. Et quand ils payent, ce sont les États, donc les citoyens qui doivent payer. Donc, quand les banques privées se cassent la figure, ce sont les citoyens qui doivent payer. Et ça, ce n'est pas normal. Et alors, une deuxième chose, permettre à nouveau aux États d'emprunter gratuitement de l'argent, puisqu'ils font le bien commun. Ils font quelque chose qui intéresse aussi les banquiers, aussi les multinationales et tout ça, en créant des routes, en créant des écoles. Salle de questions. Les deux intervenants vont répondre, mais on pourra reprendre des questions par la suite. Il faut un peu arrêter les dérapages, excusez-moi, mais. Parce que, je dis avec tout le respect que je vous dois, parce qu'on se connaît de temps en temps dans des conférences, on s'est déjà croisés, mais là ça dérape un peu. Donc, remettons les débats dans leur objectivité. La première question, monsieur, vous avez parlé d'Espagne. C'est effectivement une bonne question. Alors, on peut, au-delà d'être postulaire, vous avez raison, la dette espagnole a fait augmenter. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? C'est pas tellement le secteur bancaire qui a été déstabilisé, c'est le fait qu'il y a une crise immobilière extrêmement grave. Il y a plus de 3 millions de logements en Espagne qui sont inoccupés, donc il y a une politique d'expansion immobilière résidentielle qui était excessive par rapport à la croissance attendue, et l'endettement est essentiellement dû au stabilisateur économique. C'est-à-dire que il est normal que quand il y a une crise économique, on récolte moins d'impôts, on fait plus de transferts sociaux. Et donc c'est ça qui explique l'accroissement de l'endettement de l'Espagne, moins que la crise bancaire. Donc la typologie est assez différente. Le problème de l'Espagne, comme du Portugal, de l'Italie ou de la Grèce, c'est qu'on a imposé une monnaie forte, en tout cas trop forte, à des pays qui étaient structurellement faibles ou désindustrialisés. Et si on était resté dans l'ancien système d'ajustement monétaire, la pesette espagnole aurait été plusieurs fois dévaluée, on aurait changé les taux pivots pour l'adapter. Le problème, c'est que dans une monnaie unique, on ne peut pas le faire. Donc on ne peut pas faire de dévaluation interne, et c'est pour ça, mademoiselle, que je parlais d'inflation. La seule dévaluation qu'on peut faire dans un système d'auto-change unique, c'est malheureusement une dépréciation monétaire, c'est-à-dire une monnaie inflatoire. Alors, monsieur, très rapidement, qui me demande dans quel pays j'habite, on partage le même âge, apparemment le même sexe, donc peut-être plus qu'on croit qu'on partage. Mais moi j'habite en Belgique, mais je n'aime pas tout dans ce pays. Je n'aime pas tout dans ce pays. Et vous savez, je ne suis pas le porte-drapeau d'une quelconque idéologie. Je donne cours à l'université depuis 20 ans. Mais non. On peut avoir des idées sans être affilié et avoir un raisonnement qu'on peut défendre. Mais je n'aime pas tout dans ce pays. Et vous savez ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a cette dette publique qu'on laisse aux générations suivantes. Et je crois que c'est un énorme problème. C'est un énorme problème parce qu'on n'arrivera pas de manière civilisée à la rembourser. Et je crois que ça porte en elle cette dette publique et ferment de troubles sociaux importants. Je ne serais pas étonné qu'entre aujourd'hui et dans un an, des chocs sociaux majeurs se soient produits dans certains pays de l'Europe faible, justement parce qu'on est arrivé à un niveau d'endettement qui devient absolument insoutenable. D'ailleurs, les chercheurs américains et l'ancien rédacteur économiste en chef du FMI l'a bien démontré, dès que le taux d'endettement d'un pays dépasse 90% du PNB, la friction que ça entraîne en termes de taux d'intérêt trop élevé et d'impôts commence à ralentir le taux de croissance au détriment de tout le monde. Donc ça, c'est mon explication. Alors, mademoiselle, peut-être la dernière chose, vous disiez que on va confisquer auprès des gens ce qu'on leur a donné, mais c'est plus simplement dit que fait. Je ne sais pas où vous êtes en fait, parce que je vais un peu me dire. C'est plus facilement dit que fait parce que la plupart des transferts sociaux n'ayant pas été en tout cas, la plupart des déficits publics n'ayant pas été des projets d'investissement mais de simples dépenses courantes, c'est en fait dans toute la population qui se retrouve cet endettement. D'ailleurs, on est bizarrement un pays de gens riches avec un État pauvre, parce que l'État s'est endetté et qu'une grande partie de l'endettement trouvait sa contrepartie dans des biens publics ou des emplois qu'on n'arrive pas bien à identifier. Alors,
Le problème, c'est que si on part de l'idée simple, on doit nationaliser les banques et prendre l'argent, d'abord, on va sans doute être injuste en termes de répartition fiscale, parce qu'on va peut-être le prendre chez des gens qui ne sont pas ceux qui ont bénéficié des transferts sociaux. Mais d'autre part, si vous en arrivez à une situation où vous nationalisez les banques et vous capturez les actifs, comment allez-vous qui va financer la dette publique? Comment allez-vous être capable de faire appel aux marchés financiers internationaux qui aujourd'hui financent la moitié de la dette belge, à partir du moment où vous savez que toute l'économie est nationalisée, c'est-à-dire recapturée par ses résidents? C'est une impossibilité. Ce que vous dites marcherait dans une économie fermée, totalement, ce que Keynes appelait Robinson Crusoe, c'est-à-dire une économie totalement en autarcie, où là on peut faire par un immense, on va dire, débit à crédit social, on allume toutes les dettes intra-pays. Et ce n'est pas possible de le faire de manière juste et dans une économie ouverte. Voilà, c'est ça la réalité. Mais parce que vous ne voulez pas taxer les entreprises. Mais vous savez que les entreprises... C'est un déficit dans un pays sans déficit. Les entreprises... On dit tous ce qu'on a. Oui, l'impôt sur les entreprises rapporte à peu près 10 milliards d'euros en Belgique. Les bonnes années, l'impôt sur les personnes physiques à peu près 30 milliards. Et c'est un ratio qu'on trouve à peu près dans tous les pays. Donc l'impôt des sociétés, c'est à peu près un tiers de l'impôt des personnes physiques. Et sans les intérêts nationaux? Ah non, je vais en parler. Je suis très fier de les avoir inventés. Hein. Rassurez-vous. Très fier. Oui. Enfin, apparemment. Et donc le problème, c'est que derrière une entreprise, in fine, il y a toujours un actionnaire personne physique. Enfin, c'est l'État quand l'entreprise est nationalisée ou une personne physique. Et croire qu'en augmentant la taxation des entreprises, vous allez résoudre le problème, la seule chose que vous arrivez à faire, c'est décourager, comme vous êtes en train de le faire maintenant, tous les gens à mettre du capital à risque dans les entreprises. En fait, ce que vous dites, c'est que finalement, ça conduit à une nationalisation générale de l'économie. Et alors voilà, on y est. Et pour les intérêts nationaux, je vous réponds, c'est très clair. Oui, c'est moi qui les ai inventés, en 99. Ça fait 13 ans. Et vous savez quoi? Les chiffres que certains théoriciens un peu, on va dire, hasardeux répandent dans la presse sur les milliards d'euros colportent des chiffres totalement erronés. La Belgique devait trouver un système alternatif au centre de coordination qui avait été inventé en 82-83. On a créé un système d'attrait pour le capital et il n'a jamais été comme objectif des internationaux de rapporter des recettes budgétaires. Ça a été fait pour coûter de l'argent, pour attirer les sociétés. Et ce qu'on confond maintenant, ce sont des sociétés qui, sans les internationaux, ne seraient pas venues en Belgique et donc des dépenses fiscales qui de toute façon n'auraient pas été subies puisqu'elles ne seraient pas arrivées, avec un impact sur l'économie réelle. Donc on est en train de faire une immense, comme on dit, michpopote d'un peu tout. Et les recettes de l'impôt des sociétés ont à peine baissé depuis l'introduction des internationaux, ce qui est bien la preuve que ça n'a pas eu l'impact qu'on dit maintenant. Voilà. Merci, M. Conan. Philippe Toussaint, si vous voulez reprendre les paroles. Bon, c'est la première fois que Bruno Coleman et moi avons l'occasion de débattre. Franchement, le fait de disqualifier, comme vous le faites, au nom de la science économique, la personne avec qui vous débattez me paraît extrêmement bas comme comportement. C'est se placer, excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu, mais vous êtes permis de dire que j'ai aucune connaissance en économie. Vous vous êtes placé comme le maître de la science économique, il y en a une bien sûr, et vous avez dit qu'un politologue n'avait pas à se mêler de l'économie, ok? C'est exactement ce que M. Coleman a dit au départ. Et donc cette politique de disqualification, je n'avais pas encore eu l'occasion de débattre avec vous, mais franchement, je trouve ça lamentable. Parce que il me semble important, oui, de partir des arguments qui ont été avancés dans un débat. Si c'est un débat contradictoire, moi je vous fais une suggestion, si vous êtes dans la salle et vous trouvez que ma réaction est tout à fait à côté. Je vous pose une question, vous allez à un débat, vous ne prenez pas la peine de lire ce qu'écrit la personne avec qui vous débattez, vous trouvez tout à fait normal de déclarer à la salle que vous n'avez rien lu de ce que l'autre personne avec laquelle vous savez que vous allez débattre depuis 2 mois et vous avez accepté. Non, ça, vous trouvez ça tout à fait normal comme comportement? Monsieur, je suis pas ce n'est pas un débat, je n'ai pas fait un débat. Excusez-moi, monsieur, Toussaint, vous êtes en train de contourner des vérités. Je ne suis pas venu ici pour débattre des livres de monsieur Toussaint,
Je suis venu ici pour débattre avec M. Toussaint d'un texte qui était ici. Je n'ai jamais assisté en 20 ans d'exposé, et jamais dans cette université, à quelqu'un qui a commencé un exposé en le formulant par opposition à ce que j'avais fait. Et c'est ça qui est un peu triste. Je voulais simplement vous dire, si vous avez besoin de Bruno Coleman pour exprimer vos idées, je n'ai pas besoin de M. Toussaint pour exprimer les miennes. C'est ça la différence. D'accord, c'est encore une belle preuve de suffisance parce que je ne place pas du tout. Je ne place pas du tout sur ce niveau-là Ben moi oui. la discussion. Voilà. Ben moi oui, je me place vous la placez là. comme vous l'avez dit. Alors,